Salut, prends-toi une chaise, assis-toi, prends-toi un café. Aujourd'hui, on ne va pas juste réciter les dates ennuyeuses, on va plonger dans les tripes de l'histoire. Donc imagine l'odeur de poudre à canon, le ventre qui crie famine, la rage, cette rage pure qui va d'un peuple qui n'a plus rien à perdre. Direction Paris, mets-toi un manteau parce que le froid de cet hiver-là va t'engourdir les os. La France est au bord du gouffre, le pays déborde d'une énergie désespérée. Au XVIIIe siècle, la population a explosé, passant de 20 millions à 28 millions d'âmes. Mais le vrai problème, c'est ce qui se passe dans les têtes. L'élite intellectuelle est en pleine ébullition. Les philosophes des Lumières ont littéralement désacralisé la figure intouchable du roi. Montesquieu réclame la séparation des pouvoirs. Voltaire crache son venin ironique sur l'intolérance et l'absolutisme. Et le coup de grâce vient de Jean-Jacques Rousseau. Dans Du contrat social, il hurle que l'homme est né libre et que le souverain trahit son peuple. Le peuple a le droit et le devoir de le dégager. Pendant ce temps-là, à Versailles, le roi Louis XVI transpire à grosses gouttes. Il est ruiné, le pays est écrasé par les dettes colossales contractées pour financer la guerre d'indépendance américaine. Et pour que tu puisses comprendre l'humiliation quotidienne, on va regarder une pyramide sociale. Tout en haut, le clergé, l'Église catholique, possède une immense part des terres françaises. Alors, le niveau d'impôt, c'est le rêve absolu. Ils sont intouchables, lâchant de temps à l'autre un chèque appelé le don gratuit. Juste en dessous, la noblesse. Ils trussent les privilèges et sont exemptés de la taille, le principal impôt foncier. Tout en bas, portant ce beau monde sur son dos en sang, le tiers d'État. Attention! La distinction entre les nobles et les roturiers n'est pas si nette que ça. On y trouve des bourgeois très riches, mais on y trouve surtout des millions de paysans. Alors tout ce que je te demande, et c'est vraiment pas difficile, mets-toi à la place de ce paysan. Tu te lèves à l'aube, tu te tues à la tâche, entre un tiers et la moitié de ce que tu gagnes t'est arraché par les droits seigneuriaux, la dîme et les impôts du roi. C'est étouffant, 56% de la charge fiscale repose sur la propriété foncière, écrasant ainsi les plus vulnérables. C'est une prison dont tu ne peux pas t'échapper. En 1786, le ministre Calonne panique, l'État est en faillite, il convoque une assemblée des notables en février 1787. Il leur propose des réformes économiques, mais imagines-tu leur réaction? Bien sûr, c'est un refus majestueux. Louis XVI, humilié, il le remplace par Brienne. Brienne tente de forcer le passage, mais face au refus d'enregistrer les réformes, il exile le Parlement de Paris en 1787. La tension est à son comble. En 1788, le roi cède, rappelle le très populaire Necker et annonce la convocation des États généraux. Et là, la nature s'en mêle. Un violent orage de grêle ravage les récoltes, provoquant une crise de subsistance et une explosion des prix du pain. Alors la faim tenaille les ventres et le compte à rebours commence. Printemps 1789, les États généraux s'ouvrent, mais l'espoir se transforme vite en rage. Alors, le vote se fait par ordre, le clergé et les nobles s'allient pour écraser la voix du peuple. Galvanisé par le trac incendiaire de l'abbé Sieyès, qu'est-ce que le tiers d'État? Alors le tiers d'État se rebelle. 17 juin 1789, le tiers d'État claque la porte et se proclame Assemblée nationale. 20 juin 1789, le roi fait fermer leurs salles, mais tu n'arrêtes jamais des hommes en colère, sous l'emprise de l'adrénaline et sous la direction de Jean-Sylvain Bailly. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir formé une assemblée nationale dans un court de tennis. Le 23 juin 1789, le roi tente un coup de pression et ordonne aux États de se réunir séparément. Le comte de Mirabeau le regarde les yeux dans les yeux et lui lâche « Nous ne quitterons pas nos sièges que par la force des baïonnettes ». Louis XVI, paralysé, finit par céder quelques jours plus tard.
Mais il panique, il fait encercler Paris par des troupes. Le 12 juillet renvoie Necker et c'est la provocation de trop, alors Paris explose. Pendant ce temps-là, Camille Desmoulins appelle à l'insurrection. Le 14 juillet, poussée par la fureur incontrôlable, la foule s'empare des armes aux Invalides, puis se rue sur la Bastille pour la poudre. Bernard, le baron de Launay, tire sur la foule, 98 assaillants tombent. La Bastille est prise, Delaunay est traîné à l'hôtel de ville, poignardé et sa tête est brandie sur une pique. Dans les campagnes, c'est la fureur totale. Mais avant tout, laisse-moi t'expliquer c'est quoi un système féodal. Imagine un système où le paysan est pris au piège. Alors, les seigneurs ne sont pas de simples propriétaires. Ils exigent des droits arbitraires sur les travaux forcés. Il oblige le paysan à utiliser le moulin, le four et le passoire du seigneur en payant le prix fort. Alors ajoute à cela la dîme et l'église et les impôts. Plus que la moitié presque de leurs revenus s'évapore. Alors les paysans, la haine au ventre, attaquent les châteaux et brûlent les documents féodaux. Pourquoi? Pour ne pas garder une trace en fait, parce que les documents consignaient leurs obligations envers les maîtres ou envers les propriétaires. Dans ces registres, les nobles n'ont plus aucune emprise ou preuve de leur droit d'exploitation. Pour arrêter ce massacre, l'Assemblée abolit le régime féodal en août 1789. Enfin, alors le 26 août 1789, dans un élan d'utopie, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il hurle le monde, comme dans le texte 17 de l'article, les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Il consacre la liberté à la propriété et la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais on ne mange pas du papier, le pain est hors de prix. Alors c'est là que circule cette fameuse rumeur sur la reine Marie-Antoinette. Face à la famine, elle aurait dit qu'il mange du gâteau ou de la brioche. Mais je te confirme en avance qu'elle n'a jamais dit ça, mais c'est devenu un symbole absolu de l'élite totalement déconnectée de la réalité et de la misère de son peuple. Le 5 octobre, les Parisiennes enragées marchent sur Versailles, ils exigent le pain et forcent la famille royale à entrer à Paris, suivie par l'Assemblée nationale. L'illusion de l'unité s'envole aux éclats en imposant la constitution civile du clergé en 1790. Puis le serment civique, l'Assemblée déchire les consciences. Pour le roi, c'est l'humiliation ultime. Il étouffe à Paris la nuit du 21 juin 1791. Louis, avec sa famille, tente de fuir en douce vers la frontière belge. Mais c'est quoi le but? C'est bien reprendre le pouvoir en s'appuyant sur l'aide de la famille en Autriche de Marie-Antoinette. La reine avait d'ailleurs supplié son frère l'empereur de Habsbourg, Léopard II, pour intervenir militairement contre la révolution. Et le coup de théâtre, le roi est reconnu en chemin et arrêté à Varennes et ramené de force à Paris. L'illusion d'un roi allié à son peuple alors s'envole en éclats. La trahison est totale. Le 17 juillet, la garde nationale à Lafayette ouvre le feu au Champ de Mars sur une manifestation noyant la fraternité révolutionnaire dans le sang. Mais écoute bien, la rage de justice ne s'arrête pas aux hommes bourgeois de Paris. L'Assemblée a proclamé des droits disons universels, mais elle fait tout pour ne pas les appliquer à tout le monde de façon égalitaire. Alors, l'Olympe de Gouges, en septembre 1791, écœuré par cette hypocrisie, se demande comment en excluant la moitié de la nation, comment peut-on parler de liberté? Alors, elle publie la Déclaration des droits de la femme. Elle dénonce le fait que les femmes soient considérées moins que des objets abandonnés. Elle propose un contrat social égalitaire où les biens sont mis en commun.
Elle prévient crûment Marie-Antoinette que si elle ne soutient pas la révolution, la monarchie va s'effondrer. Puis, il y a la question des Juifs. Après le débat hyper houleux, le 27 septembre 1791, le député André-Jean François Dupont les met face à leurs contradictions. Si les hommes sont égaux, comment peut-on exclure quelqu'un pour sa religion? L'Assemblée vote l'admission des Juifs au droit de citoyenneté, mais à une condition stricte. Ils doivent renoncer à leurs privilèges comme de communauté autonome pour devenir des citoyens individuels à part entière. Et qu'en est-il de l'autre côté de l'océan? C'est l'enfer sur Terre. Alors laisse-moi t'expliquer un truc fondamental. La France de 1789 est riche grâce à Saint-Domingue, appelée aujourd'hui Haïti. C'est la colonie la plus riche du monde, c'est la machine à cash de la métropole, produisant une énorme quantité de sucre et du café de l'Atlantique. Les bourgeois de Paris aiment bien parler de liberté, mais ils aiment surtout l'argent. La communauté marchande française fait du lobbying acharné pour maintenir l'esclavage et bloquer toute affirmation des droits. Mais sur l'île, un demi-million d'esclaves vivent l'horreur absolue après les premières étincelles allumées par le chef Maron Macondal et le soulèvement armé de Vincent Auger en octobre 1790. L'explosion a eu lieu en août 1791, galvanisée par le rassemblement vaudou du bois Cayman mené par Duty Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman. Les esclaves prennent des armes et détruisent les plantations. C'est une catastrophe économique inouïe pour la France. Des figures immenses se lèvent comme Toussaint Louverture et la lieutenant Sanir Belair. Le choc est d'une telle violence et la destruction est si massive que l'Assemblée nationale paniquée de perdre sa poule aux œufs d'or au profit des Anglais ou des Espagnols, est littéralement contrainte de revoir sa position. Le commissaire Sontonax abolit alors l'esclavage dans la province nord en 1793. Puis la République l'abolit dans toutes les colonies par la suite en février 1794. Ce n'est pas un miracle des Lumières, ce sont des esclaves eux-mêmes qui ont arraché leur liberté dans le sang. L'onde de choc est telle que les prisonniers caribéens finissent expédiés au château de Porchester en Angleterre. En France, la paranoïa monte. En avril 1792, poussée par les Grandins, la guerre est déclarée contre l'Autriche et la Prusse. L'armée française recule. Le duc de Brunswick menace de détruire Paris. La peur se transforme en fureur animale. Le 10 août 1792, les Parisiens prennent les Tuileries d'assaut. L'Assemblée suspend Louis XVI en septembre. La psychose de l'ennemi intérieur pousse les foules à massacrer brutalement entre 1100 et 1400 prisonniers dans leurs cellules. Le 20 septembre 1792, après la victoire inespérée du général Dumouriez à Valmy, la dynamique change. Le 21 septembre, la Convention nationale se réunit et la République est proclamée. Le 21 janvier 1793, c'est le grand jour. L'ancien roi quitte sa prison parisienne dans une calèche fermée. Accompagné d'un prêtre, direction l'actuelle place de la Concorde. Le trajet dure environ 1h30 sous très haute sécurité. Quand il arrive, la guillotine l'attend. Environ 20 000 spectateurs retiennent leur souffle. C'est l'une des rares fois où le peuple voit son roi sans couronne. Et là, sous le regard de la foule, Louis s'avance et tente de prononcer un ultime discours. « Peuple français, je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui ont causé ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez verser
pour la France ne se répète jamais. Mais il n'a pas le temps d'en dire plus. Les gardes ordonnent au tambour de battre à tout rompre pour noyer sa voix. Louis est allongé sous la machine, le couperet tombe, le bourreau Charles-Henri s'en saisit la tête du roi et la brandit face à la foule. Pendant un long moment, c'est un silence de mort, un silence épique. Le peuple réalise soudain la dinguerie de l'instant. On vient d'exécuter celui qu'on croyait élu par la volonté divine. On a mis fin à des siècles de monarchie. On peut vivre sans roi. Puis la stupeur se brise, la foule explose de joie, hurle « Vive la République » et entonne la Marseillaise. Mais attention, l'exécution des rois ne règle rien. Au contraire, elle va déclencher la phase la plus sanglante de la Révolution. En mars 1793, la Convention décrète la levée d'un quota de citoyens pour l'armée. Cela provoque la rage des paysans de l'Ouest et la rébellion de la Vendée éclate. Ce sont d'abord les paysans et les tisserands qui soulèvent de leur propre initiative, avant que les nobles royalistes n'en prennent la tête. À Paris, la haine déchire la Convention et les Grandins, Brissot, Pétion, Roland affrontent les montagnards, Robespierre, Danton et Marat. Fin mai et début juin 1793, aidés par une foule d'armées soutenue par Bertrand Barrère, les montagnards font expulser 29 Grandins. En réponse, des rébellions éclatent à Lyon, où le jacobin Chalier est renversé. Marseille, Toulon et Bordeaux. Le 5 septembre 1793, sous la pression des radicaux comme Hébert et Chaumette, la Convention décide d'instrumentaliser la peur. Avec la loi des suspects, la paranoïa devient la loi. Plus de 200 000 personnes se sont enfermées. Environ 17 000 condamnations à mort sont prononcées par les tribunaux révolutionnaires. La révolution devient alors une machine implacable. La réquisition en masse, d'où 1793, met 750 000 hommes sous les armes. Le 4 décembre 1793, du 14, Frimaire centralise l'autorité dans une dictature parlementaire dirigée par le Comité de salut public. Le calendrier géorgien a été remplacé par un calendrier républicain. Même les plus brillants sont avalés. L'audacieuse Olympe de Gouges est guillotinée en 1793 pour avoir osé défier le système. Robespierre fait le vide. Il exécute les ultra-révolutionnistes Hébert puis indulgent Danton. Le 10 juin 1793, la loi du 22 prairial supprime même le droit de défendre lors de procès. Mais à force de terroriser tout le monde, la terreur finit par s'isoler. Le 26 juin, l'armée française gagne enfin Fleurus. La peur de l'invasion n'est plus une excuse. Quand Robespierre menace de nouvelles têtes le 26 juillet, les députés se retournent contre lui. Le 27 juillet, lui et Saint-Just sont arrêtés puis guillotinés. C'est la fin du cauchemar de sang. On respire, mais c'est le chaos absolu. La réaction thermidorienne abolit la terreur, mais l'économie s'effondre. L'inflation galopante affame le peuple. Le 20 mai 1795, les sans-culottes tentent un dernier soulèvement désespéré. Le ventre vide, mais sont écrasés. Le nouveau régime, le Directoire, tente de gouverner avec un exécutif de 5 directeurs. C'est un régime qui ne survit que par des coups de force. En mai 1796, il déjoue le complot Babeuf. En septembre 1797, il purge les royalistes et annule les élections dans 49 départements. Et pour faire la guerre, il vote conscription avec la loi Jourdan le 5 septembre 1798. Le 18 juin 1799, un nouveau coup d'État destitue 4 directeurs. La population alors est épuisée. Il faut quelqu'un pour siffler la fin de la récréation.
Le directeur Sieyès cherche figure forte pour garantir les réformes fondamentales de 1789 et qui débarque l'Égypte en héros, le général Napoléon Bonaparte. Le 9 novembre 1799, le fameux 18 Brumaire en 8, c'est un coup d'État parlementaire. Les troupes de Bonaparte évacuent l'hémicycle. En quelques jours, et les cartes Sieyès prend le contrôle total, nouveau consulat. La décennie du feu de sang vient de s'achever. Cette révolution, mon ami, a coupé des têtes et broyé des innocents. Mais elle a aussi mis fin à des siècles d'injustice, vu des esclaves arracher leurs propres chaînes et forcer le monde entier à comprendre que le peuple n'est plus un troupeau. Si cette plongée dans les tripes de l'histoire t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Si tu avais vécu en 1793, à quel côté serais-tu tombé? Et à la prochaine!